Vous êtes sur le podcast de Mappy Jauget ou Comment consulter en paix. Bonjour. Dans l'épisode précédent, j'évoquais une des causes de nos burn-out. C'est que nous, médicaux et paramédicaux, nous présentons généralement une difficulté, voire une incapacité, à dire non. Et en cause, notamment l'escalade d'engagement que j'ai évoqué longuement, comme je le disais dans l'épisode précédent. Mais pas que. L'escalade d'engagement n'est pas la seule et unique source d'incapacité à dire non. Que ce soit une escalade d'engagement, que ce soit une autre cause, aujourd'hui, je vais tenter de vous lister un certain nombre de solutions qui vont vous permettre de dire non en maintenant la qualité de la relation, de préserver vos limites, d'arriver à faire en sorte que plus personne ne vienne marcher sur vos plates-bandes. En fait, c'est ça le fin mot de l'histoire. C'est ça qui est important, c'est d'arriver à maintenir vos besoins réalisés et à ne pas laisser que ce soit un tiers, un conjoint, des patients, des voisins, venir marcher trop profondément ou trop longtemps sur vos plates-bandes. C'est ça qui crée le lit du burn-out. Je vais lister 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour essayer de vous inviter à progresser, peut-être même plus. La première idée, c'est d'avoir la capacité à revenir sur ses propos. Donc on l'a vu avec le concept d'escalade d'engagement, c'est-à-dire que spontanément, on a l'impression que revenir sur ses propos, c'est passer pour quelqu'un de peu fiable. Et en fait, ça nous crée une peur, ça nous crée une inquiétude. On a tous envie de passer pour quelqu'un de confiance ou d'être considéré comme une personne fiable. Or, c'est un biais cognitif majeur. Notamment parce que vous avez déjà eu des proches qui vont se dire « Ah, on devait se voir demain, en fait j'ai un contretemps, est-ce qu'on peut changer ?» Est-ce que pour autant la personne n'est plus fiable pour autant? Non, elle vous a juste recontacté pour modifier un rendez-vous parce que elle, son contexte a changé. L'idée, pour revenir sur cette idée d'escalade d'engagement, c'est d'abord d'en prendre conscience. Souvenez-vous, c'est une situation qui est un engagement mais librement consenti. Et j'ai essayé de pointer la dernière fois sur le fait que plus vous prenez la décision librement, et plus elle vous enferme, plus elle vous asservit, et plus vous allez maintenir ce que vous avez consenti. C'est l'exemple, par exemple, d'accorder un créneau horaire spécifique, par exemple à Léa, CM1, à la sortie de l'école, à 17h30. Pour arriver à revenir sur ces propos, il s'agit déjà de reconnaître, de prendre conscience que le contexte a changé. Que maintenant, Léa, elle est au collège, que du coup, ses contraintes à elle, elles ont évolué. Et que vous, depuis 2 ans, vous êtes devenus parents. Et donc, la présence de votre enfant a changé aussi votre contexte. Et que donc, la consultation de 17h30, elle n'existe plus. L'idée clé, c'est d'arriver à revenir sur ses propos et sans même se justifier, ce qui est particulièrement dur. Mais comme beaucoup de choses, vous verrez qu'avec l'entraînement, ça vient petit à petit. Pourquoi? Parce que c'est entendable. Vous êtes tout à fait capable d'appeler les parents en disant « Bon, à l'époque, on avait calé le rendez-vous de Léa tous les lundis à 17h30. Elle sortait de CM1, elle venait toute seule de l'école. C'était très pratique. Depuis, le contexte a changé, chez vous comme chez moi, ou suite à l'arrivée de mon enfant, ou suite au passage de Léa au collège. Voilà, je vais vous proposer de décaler le rendez-vous au mercredi matin à 8h30. En fait, vous êtes capable. L'idée, en revanche, c'est de vous appuyer sur des éléments qui soient concrets. La deuxième idée, pour apprendre à dire non, c'est de laisser, en l'occurrence à nos patients, un choix. Oui, parce que sur tout cet épisode, je vais toujours partir dans la relation thérapeute-patient, mais bien sûr que vous vous doutez bien que tout ça peut se développer en fait à l'infini, et c'est ça qui est passionnant dans la psychologie sociale. Revenons à nos moutons. Quand je vous dis laisser un choix au patient, ça veut dire avoir une possibilité qui est binaire. Ne pas lui proposer une solution, comme je viens de le faire il y a un instant, pas 3, mais 2. Pourquoi? Si je vous donne un contre-exemple, quand vous allez vous faire vos courses en grande distribution, quand vous allez dans des hypermarchés qui font des centaines de mètres carrés, vous vous rendez bien compte que avoir 20, 30, 50 références pour un
élément, par exemple 50 références de pâtes, en fait, c'est beaucoup trop pour vous. Votre cerveau n'est pas capable. Donc, en fait, trop de choix tue le choix. Et jusque tard dans le développement de l'enfant, ce choix n'est réduit qu'à 2 possibilités. J'avoue que j'ai une réelle frustration. Je ne suis pas arrivée à retrouver la source de d'où je tiens ça. Est-ce que ce serait Céline Alvarez dans son livre Les lois naturelles de l'enfant? Ou est-ce que j'ai acquis cette notion au cours de mes études à l'université de médecine? En fait, je ne sais plus d'où est la source, mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant n'est pas capable de poser un choix de plus que 2 jusque 8, 9, 10 ans. C'est particulièrement tard. Donc au quotidien, vous pouvez vous en servir. Tu préfères les brocolis ou les épinards? Et vous remarquerez que ma proposition, elle est intracatégorielle. Je vais proposer ce qui m'arrange. Bien sûr que les féculents, je sais qu'ils vont passer. Donc je ne fais porter le choix que sur ce qui me convient. Et j'insiste là-dessus. Si on reprend l'exemple de Léa, appelez les parents en disant, voilà, cette année, le créneau du lundi à 17h30 n'est plus disponible. Est-ce que vous préféreriez qu'on maintienne le créneau pour les mercredis à 8h30 ou les vendredis à 14h15? Et en fait, j'insiste sur le fait que vous allez présenter des choix qui, à vous conviennent. C'est ma 3e idée. C'est que ces 2 éléments que vous proposez, il est fondamental qu'ils vous conviennent forcément. Sur ce type d'éléments, il n'y a pas de consensus à faire. Si forcément vous dites, bah oui, je vais proposer 8h30, mais moi du coup, je vais cavaler pour aller déposer mon enfant à la crèche. Non, non, non. Vous commencez spontanément par proposer 2 éléments qui vous conviennent parfaitement. C'est fondamental. L'autre idée, c'est qu'avec cette idée de proposer un choix, le patient va forcément se sentir libre. Il va acter et il va prendre conscience de sa compétence de décideur. L'un des avantages, c'est que du coup, vous allez extraire l'attention qui peut être portée sur le « Ah, le lundi à 17h30 n'est plus disponible ». Non, le patient, il va être concentré parce que lui, il a un choix à poser. Vous l'avez mis dans cette position-là, dans cette posture-là, et lui va devoir prendre une décision. Je ne sais plus si je reparlerai à la fin de ce podcast, mais souvenez-vous que la prise de décision... Ah si, c'était dans le précédent épisode, on en a parlé à propos de l'escalade d'engagement. Prendre une décision, c'est particulièrement coûteux cognitivement. Et donc là, vous mettez le patient dans une posture de prise de décision. Mais le grand avantage, c'est qu'en ayant le choix, qu'est-ce qui ressent le patient? Émotion agréable ou désagréable? Particulièrement agréable, il se sent libre, il se sent respecté dans le fait qu'il ait un agenda de fou comme vous. Il ne se sent pas contraint quand vous ne laissez qu'une possibilité. Ce sera les mercredis à 8h30. C'est très contraignant, c'est très astreignant, c'est presque asservissant. Là, le parent va ouvrir l'agenda en disant « Bon, qu'est-ce qui est le mieux ou qu'est-ce qui est le moins pire ?» Mais il y a un choix. L'autre point qui est important pour vous, c'est que du coup, c'est au patient de décider, ou en tout cas aux parents là, de votre patiente. Et en lui confiant cette tâche, accessoirement, vous diminuez votre propre charge mentale. Et là, c'est le corollaire, c'est que vous diminuez encore le risque de burn-out. Donc, donner à un patient un choix binaire, et ben c'est la conséquence qui vous permet de dire non. Et en plus, ça vous libère aussi du burn-out. Enfin, c'est double effet qui se coule. Petite précision en termes de vocabulaire. Je vous invite à bien différencier la notion de décision et d'engagement. La décision, c'est régler, résoudre, trancher. Et à nouveau, j'insiste sur le fait que vous pouvez trancher un instant T, et comme maintenant vous connaissez le concept d'escalade d'engagement, eh bien vous pouvez revenir sur ce que vous avez tranché le lendemain, le surlendemain, 10 jours après. S'engager, selon la définition de Petit Robert, c'est donner pour caution et par la suite. C'est se lier par une promesse. Or, dans 99% des tâches que vous faites au quotidien, on ne vous demande pas de vous engager. Non, on n'est pas en train de vous faire une demande en mariage systématiquement, en fait, sur un créneau horaire à tel horaire ou sur votre fiabilité à être ponctuel. Non, on vous demande juste de décider, de régler, de résoudre. Un autre point porte sur la fermeté. Est-ce que je suis ferme ou pas dans les propositions que je fais? Revenons à l'exemple de Léa. Soit vous souhaitez garder le patient et vous pouvez rajouter un petit message
en fin de parcours pour assouplir un peu la relation. Oui, je vous contacte pour modifier le créneau de Léa, donc le lundi 17h30 n'est plus disponible. Je peux vous proposer le mercredi à 8h30 ou le vendredi à 14h15. N'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on échange à ce propos. Si vraiment la relation thérapeutique a du sens pour vous, si l'enfant est impliqué, s'il y a du sens et que vous voyez des progrès, si vous souhaitez maintenir cette prise en soin, gardez cette ouverture et verbalisez-la. En revanche, si pour vous cette prise en soin, elle est un peu stagnante, que vous avez du mal à vous impliquer parce qu'en fait le patient lui-même ne l'est plus. Depuis 3 ans, Léa, elle s'essouffle, elle commence à fatiguer. Et puis elle passe au collège, donc elle pense à autre chose, elle a des nouvelles copines. Là, vous pouvez à la fois rester factuel sur les rendez-vous, mais en étant ferme, sans ouvrir la porte à la fin de votre message. Je vous contacte pour vous proposer de modifier le rendez-vous de Léa. Ce sera soit le mercredi à 8h30, soit le vendredi à 14h15. Merci d'avance pour votre retour. En fait, vous restez cordial, mais dans la forme, vous proposez ou non une ouverture pour en discuter. Gardez bien en tête que l'orthophonie rentre dans la catégorie des métiers. Donc en ce sens, vous n'avez pas à sauver le monde et en ce sens, vous n'avez pas à répondre à l'intégralité des contraintes et des besoins de vos patients. Si à partir de la 6e, Léa ne peut plus honorer d'autres rendez-vous, si l'horaire du rendez-vous est un prétexte à arrêter la prise en soin, mais vous n'en êtes pas forcément responsable. Peut-être que ce sera le prétexte qu'attendent les parents, peut-être que ce sera aussi le bon sujet pour que Léa arrive à admettre que non, ça fait trop lourd pour elle, qu'en fait ça fait déjà 2 ans, CM1, CM2, 6e, ça fait beaucoup, et qu'en fait ce n'est ni intrinsèque à la qualité de vos soins ou à votre personnalité. Non, c'est juste un prétexte, et c'est peut-être très bien comme ça. Donc, laissez-vous aussi, à la fin de vos messages vocaux ou à la fin de vos SMS, cette possibilité comme une vraie cartouche. Ne soyez pas tout le temps dans l'ouverture à dire n'hésitez pas à revenir vers moi. Non, si vous ne souhaitez pas, il n'y a pas à revenir vers vous, juste on vous communique un retour. Une autre idée pour vous apprendre à dire non, c'est pas tout à fait à dire non, mais c'est en tout cas à cadrer l'échange pour qu'elle soit aussi en votre faveur. Pensez à donner un délai dans vos réponses. À la fois, ça permet de cadrer. En plus, c'est rassurant pour le patient. Et ça lui permet, lui, d'avoir ce qu'on appelle dans la grande entreprise une deadline. Ça lui permet d'avoir cette date butoir où il sait qu'il doit vous donner réponse sous tel délai imparti. Donc, concluez vos messages vocaux en ce sens. Soit ça vous va et vous pouvez avoir cette transparence en disant mais prenez votre temps et puis on en reparlera à la prochaine séance. Très bien, le patient sait qu'à l'occasion de la prochaine séance, ce sujet sera évoqué. Sinon, n'hésitez pas à conclure. Merci pour votre tour d'ici demain. Le demain, il est très clair et il s'entend dans nos générations où tout va très vite. Une petite remarque au sein de ce podcast, qui n'est pas tout à fait liée au fait de dire non, mais malgré tout, qui est liée à notre capacité à communiquer. On entend parfois sur les réseaux, on lit parfois sur les réseaux sociaux des collègues qui font des copies d'écran d'échanges délicats et certains d'entre nous leur répondent en disant vas-y, tu laisses tomber, tu réponds même pas. Je me mets en porte-à-faux avec cette idée-là. En fait, en tout cas, nous les orthophonistes, les praticiens de santé en général, mais quand même, les orthophonistes, on est les pros de la communication. Les autres médicaux, paramédicaux, ils sont pros du contact, de l'humanisme, de l'humanité, ok, mais ils ne sont pas autant que nous, les professionnels de la communication. Or, ce que je viens d'évoquer porte un nom maintenant en anglais. Il y a un anglicisme qui appelle ça le ghosting, qui vient de ghost, le fantôme. C'est la méthode qui consiste à répondre par le silence. Et en fait, c'est juste impossible. Enfin, déjà, c'est d'une violence sans nom dans notre société, donc c'est une attitude que je ne peux pas prôner. Je vais forcément vous inviter à faire l'inverse, mais surtout, nous, j'ai envie de dire, quand il y a écrit orthophoniste sur notre front, sur notre plaque, c'est pas possible. Alors malgré tout, dans cette remarque, notez toute ma bienveillance, on l'a tous fait, un jour ou un autre. En revanche, maintenant qu'on en parle, qu'à travers ce podcast, je vous propose des outils, il y a moyen de faire autrement. L'idée, c'est vraiment juste d'accepter que vous êtes capable de revenir sur vos propos. Je quitte la parenthèse sur le ghosting. Revenons au fait de dire non, revenons à nos moutons.
Si je reviens sur des propos, dites-vous que ça va être bien accepté. Si je prends l'exemple d'Orthoptimiste, cet institut de formation que je lance depuis plusieurs mois, voire maintenant quelques années. Admettons que du jour au lendemain, je vous dise, la session a un prix qui diminue. En fait, vous aviez bien retenu le prix d'affichage. Et en fait, je reviens sur mon propos. Et dans ce sens-là, ça va être plutôt bien accepté. Vous, c'est pareil. Si vous revenez sur un propos, sur une modification de créneau, sur une modification d'éléments, même sur de la clinique, j'ai écrit tel propos dans mon compte-rendu, à la relecture, je pense que je peux affiner mon point et vous le dire autrement. Je suis convaincue que le bon thérapeute n'est pas celui qui ne se trompe jamais, c'est pas possible. Par contre, celui qui admet ses erreurs et qui revient dessus et qui les gère, là, on trouve le bon professionnel. Une autre remarque, je ne sais pas si vous avez percuté, mais depuis le début de cette séquence, je vous dis, vous allez apprendre à dire non, et je n'utilise jamais le mot non. Non, effectivement, même dans mon quotidien, je n'utilise presque plus le vocable non. Prenons l'exemple d'un enfant qui est au cabinet, qui est en phase d'apprentissage et qui dit « veux je ?» Oui, tu vas avoir le jeu après le mien ou après l'exercice. Dans ce contexte-là, je dis pas non. Je dis oui après. Et puis, le temps le permet ou ne le permet pas. En général, quand même, j'accorde ce que j'ai promis. Donc, si j'ai dit oui, on va jouer au jeu en question à la fin. Mais avec les adultes, ça peut fonctionner aussi. Si un patient vous appelle en disant « Oui, bonjour, je souhaiterais un rendez-vous un samedi », vous avez le droit juste d'acter en répondant « Vous souhaitez un rendez-vous les samedis ? Je peux vous proposer lundi 8h30 et vendredi 17h15 ». Et vous l'aurez remarqué, je n'utilise pas le vocable « non » dans ma réponse. En revanche, mon propos est parfaitement clair sur le fait qu'il n'y a pas de rendez-vous le samedi proposé. Et c'est une transition toute trouvée sur l'un de mes derniers points, qui est de vous inviter à reformuler. Et la répétition est l'une des meilleures formulations. Vous venez l'entendre dans le précédent exemple. Pour que le patient se sente écouté malgré votre refus, commencez par reformuler sa requête, puis vous botterez en touche. C'est-à-dire, reprenons l'exemple juste avant. Si l'adulte m'appelle en me disant « Oui, bonjour, je téléphone, est-ce que vous auriez des rendez-vous le samedi ?» Si je lui réponds « Je peux vous proposer lundi 8h30 ou vendredi 17h15 », le patient va se dire « Elle se fout de moi, elle ne m'a pas écouté ou quoi? Elle ne m'a pas entendu ?» Ça crée une émotion très très désagréable, ça crée des communications qui partent mal en général. À l'opposé, je reprends ce que je viens de vous simuler tout à l'heure. Oui, bonjour, vous souhaitez un rendez-vous les samedis? D'accord. Moi, je peux vous proposer lundi 8h30 ou vendredi 17h15. Et en fait, mon refus ne comprend pas de non, ne comprend pas le terme non, mais le refus n'en sera que mieux compris parce que le patient va percuter sur cette émotion agréable de « c'est bon, elle m'a bien entendu, elle m'a bien comprise, elle a reformulé mon besoin ». Mon besoin prédominant serait que un rendez-vous puisse avoir lieu le samedi. En fait, elle l'a dit, donc elle l'a bien entendu. Et en ce contexte-là, quand vous reformulez, quand vous redites à votre manière ou quand vous répétez tout simplement mot pour mot le mot du patient, loin de passer pour quelqu'un de bébête et pour un nul de la communication, au contraire, la reformulation est l'une des bases de la communication non violente, thème cher à mon cœur dont on parlera dans un prochain épisode. Mais la reformulation, que vous la fassiez très, très concrète, très mot pour mot, ou en reformulant avec un tout petit peu d'interprétation ou sans interprétation, il y a quelque chose de très apaisant dans la qualité de votre communication que vous allez mettre en place à nouveau, que ce soit avec vos patients, enfants ou adultes, avec les aidants, avec votre entourage, avec votre conjoint ou avec vos voisins. Si je synthétise les points clés que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. D'abord, grâce à l'épisode précédent, définissez où sont vos escalades d'engagement. Où est-ce que vous vous bloquez tout seul? Ensuite, à la lumière de ça, vous allez apprendre petit à petit à revenir sur vos propos. Oui, j'ai dit que à une époque. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Troisième point, pour mettre la forme, je vous invite à proposer un choix, toujours binaire.
Pourquoi? Parce que le patient va se sentir décideur et qu'en ce sens-là, il va se sentir libre. Et puis ensuite, à vous de rajouter avec ou sans fermeté pour savoir si ce que vous proposez, il faut que ça passe vite et bien, soit vous êtes à disposition pour en parler. Aidez les patients à le vivre dans notre temporalité, annoncez vos délais, là aussi ce sont vos besoins et le patient ne peut pas se représenter si si sa réponse doit être rapide ou s'il y a un délai de réflexion. Répondez toujours aux patients, on le verra dans le chapitre sur la communication non violente. Bientôt, vous allez avoir les outils pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations, à tous les messages, même ceux qui vous exaspèrent à 9 sur 10 d'émotions désagréables. Apprenez aussi à dire non en verbalisant le vocable oui. Vous verrez, cognitivement, c'est hyper intéressant, c'est presque un jeu, c'est challengeant en fait, il y a un petit défi. Et enfin, gardez l'idée de pouvoir reformuler les demandes pour maintenir la communication que vous avez avec vos patients. Le bénéfice global d'apprendre à dire non, c'est que vous vous retirez une émotion désagréable qui souvent est une sensation d'être un peu le dindon de la farce quand même. Ça nous arrive régulièrement. Et vous allez voir que tout ce que je vous ai proposé, c'est presque de l'ordre du protocole. Comme il est toujours le même, il va y avoir une forme d'automatisation. C'est-à-dire, partez sur un constat de refus et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre le pli de commencer dans votre tête par dire non, à assouplir la forme, et vous allez voir que ça va passer sous forme d'un oui. On en reparlera aussi sur les solutions quand je vous partagerai mes connaissances sur la communication non violente. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème de solutions, abonnez-vous à ce podcast ou alors venez me rejoindre sur une journée de formation en présentiel sur le thème « S'écouter pour savoir communiquer ». On continuera à travailler sur la capacité à dire non. Vous travaillerez en atelier et par équipe sur ce sujet-là et vous affinerez cette compétence. Pour les inscriptions, rendez-vous sur orthoptimiste.fr. Bonne journée.